Et le problème que j'ai avec l'aide qu'on tente de recevoir de la municipalité, de la Ville de Montréal et tout, c'est qu'on a tendance à souvent bifurquer dans le langage vers des termes qui sont moins précis puis qui visent pas vraiment le problème. Le quartier chinois de Montréal, pour bien des gens, c'est là que la ville a commencé. C'est vrai que c'est un quartier qui est rempli d'histoire, de mémoire, de racines. C'est d'ailleurs un des seuls quartiers patrimoniaux au pays à être encore debout aujourd'hui. Il est debout, mais il commence pas mal à tomber en ruine. Puis moi, quand je le regarde, j'ai mal à ma ville. Il y a des problèmes d'accessibilité au quartier chinois parce qu'il y a trop de chantiers autour. Il y a des problèmes de consommation à ciel ouvert. Il y a des problèmes d'itinérance. Donc, c'est comme un lieu symbolique qui est devenu un lieu de crise. Aujourd'hui, je donne la parole à Vincent Lupien, qui est un propriétaire d'immeubles résidentiels et commerciaux dans le quartier chinois. Il y en a long à dire. Je pense qu'ensemble, on va être capable de trouver des pistes de solutions. Vincent, merci de prendre du temps pour nous parler de ton quartier, d'un quartier où tu t'es partiellement établi. Et j'aimerais justement que tu me dises dans quel contexte tu es arrivé dans le quartier chinois et tu t'es mis à t'impliquer ici. C'est lorsque mon fils aîné pensait aller à l'université, puis on voulait acheter une résidence où il pourrait louer à des amis, puis en fait prendre de l'expérience dans la gestion d'un immeuble, puis trouver des locataires, puis aussi sauver de l'argent en même temps parce qu'il paye, en échange de sa gestion, il ne paye pas de loyer. Fait que c'est un projet conjoint avec mon aîné qui est maintenant parti, mais vu que j'ai 7 enfants, il y a de la relève qui s'en vient par après. Et en ce moment, c'est mon 4e qui est en charge de l'immeuble qu'on a acheté ici au quartier chinois, qui venait avec 2 autres immeubles. Donc, on n'a pas juste regardé au quartier chinois, on a regardé partout dans Montréal. Puis le quartier chinois, c'était simplement parce que le prix semblait bon, la résidence était belle, on avait accès au transport public à proximité. Très centralisé, là. Exactement. On a une épicerie IGA juste au coin, on a les épiceries chinoises. C'était quand même idéal à ce niveau-là. Puis, en achetant ces 3 immeubles-là, bien, il y en avait un des 3 qui était commercial. Et moi, j'avais aucune expérience là-dedans, mais j'ai dit, pourquoi pas se lancer dans une nouvelle aventure? C'est quelque chose de nouveau. Et ça s'est très bien passé. On a créé un nouveau bar, resto-bar qui s'appelle Le Point Carré, qui est quand même assez bien connu dans Montréal par les connaisseurs de bière. Puis il y a une terrasse sur le toit qu'on a faite avec eux. C'est eux, mais je les ai aidés un petit peu. Et puis, puisque ça s'est bien passé, j'ai acheté les meubles où on se situe en ce moment. Donc, j'en ai 4. Et puis, en ayant été propriétaire à la fois au niveau résidentiel et commercial dans un quartier depuis 2017, eh bien, j'ai eu beaucoup d'expériences variées. J'ai beaucoup de connaissances concernant les enjeux ici de notre quartier qui sont quand même assez importants. Bien, on va les parcourir ensemble. En fait, on est là pour ça. Mais alors, tu as dit 2017. J'aimerais ça, tout d'abord, que tu me dises qu'est-ce qui a changé depuis 2017. Parce que tu as dit que quand tu es arrivé, tu appréciais beaucoup de choses. Je suis sûre qu'il y a encore plein de choses que tu apprécies d'ailleurs, sinon tu ne serais plus là. Mais qu'est-ce qui a changé depuis 2017? Bien, des fois, vous savez, si par exemple un ami vous invite, OK, on va escalader dans les Montagnes Blanches cette fin de semaine, puis vous y allez, puis vous dites, ah, pourquoi pas? Puis là, vous êtes à 3/4 puis vous dites, oh mon Dieu, je m'attendais pas que ce soit si difficile. C'est pas en pleine connaissance de cause qu'on a acheté les 3 immeubles. Moi, j'ai pas grandi à Montréal. Alors, le quartier chinois, je l'avais visité, mais on n'était pas au courant des enjeux qui existaient déjà, avec la toxicomanie en particulier. Et donc, on a acheté ces immeubles-là, puis là, on a comme constaté qu'il y avait un problème. Et puis, comment ça a changé? Ça a commencé où c'était à peu près comme maintenant, je dirais, peut-être un peu mieux. Ça s'est beaucoup empiré dans le temps de la COVID parce que ils ont créé un nouvel abri dans Guy Favreau. Oui. Et ça a été très problématique pour le quartier. Puis là, maintenant que c'est fermé, puis qu'on a fait beaucoup de plaintes, on a fait plusieurs conférences de presse avec la communauté chinoise. Moi, ils m'invitent parce que je parle à la fois anglais et français. Et j'ai pu participer à nos conférences de presse pour essayer de conscientiser la ville, mettre des pressions un petit peu pour dire, regarde, on a besoin un petit peu plus de ressources policières ou quelque chose parce que c'est intolérable. Donc, ça s'est empiré. Puis depuis, ça s'est un peu amélioré aussi, surtout l'hiver. Bien, par exemple, l'été dernier, dans la résidence étudiante, dont j'ai parlé au début,
il y a un homme nu avec un couteau qui était dans la cuisine alors qu'une résidente est arrivée chez elle. Une résidente qui fait son stage ici, en microbiologie, de Victoria, Colombie-Britannique. Elle arrive dans sa cuisine. Il y a un gars complètement nu avec un couteau qui prend aussi un extincteur de fumée. Je ne sais pas pourquoi. Puis là, il l'allume, puis elle est sortie en courant. Je ne sais pas si c'est à la suite de ça, peut-être en combinaison avec les conférences de presse, mais la Ville de Montréal nous a donné 4 ressources en overtime, des policiers en surtemps qui sont venus et ont nettoyé le quartier un petit peu. Puis là, ça a été quand même beaucoup mieux jusqu'au printemps. Mais à chaque printemps, on a des nouveaux arrivés. Parce qu'ils viennent d'ailleurs dans le Canada même, parce que c'est connu que l'été, c'est un bon endroit pour consommer. Et puis, la police est très lousse avec eux. Puis, la température est belle. Alors, ils viennent à Montréal. Et puis, il y en a une certaine portion qui disparaît naturellement à l'automne. Mais on aurait quand même besoin qu'on ait des ressources additionnelles, pas juste ponctuellement comme ça, une fois, là, puis qu'on soit obligé de faire 3, 4, 5 conférences de presse avant qu'ils nous donnent des ressources. C'est quelque chose qui serait à répéter au moins au chaque 6 mois. Là, de tous les problèmes que tu pourras m'en nommer d'autres aussi, mais c'est celui-là que tu as choisi en premier, c'est le problème de consommation. Donc, c'est ça qui est le plus problématique, c'est de la consommation à ciel ouvert dans le quartier chinois. Et est-ce que tu as l'impression que c'est pire dans le quartier chinois que dans le reste du centre-ville de Montréal? Parce que c'est quand même une problématique qu'on voit au parc Émilie-Gamelin, qu'on voit dans le centre-sud, qu'on voit à peu près partout dans le Montréal-Centre. Est-ce que tu as l'impression que c'est pire dans le quartier chinois entre vos murs? Je suis pas très familier avec les autres quartiers. Je me promène dans Montréal. Je trouve que c'est quand même pas mal grave ici. Puis j'ai pas vu d'autres quartiers qui sont aussi pires, mais peut-être qu'une personne plus connaissante pourrait me dire oui, c'est aussi pire dans notre coin. Ce que je pourrais vous dire, c'est que on a très peu de consommation d'héroïne, à ce que je peux voir, parce qu'il n'y a pas d'aiguille. Ça arrive de temps en temps, mais c'est très rare. Ici, c'est comme si c'était connu que c'est ici que tu viens pour le crack. Puis j'imagine que la police est au courant. J'imagine qu'il y en a beaucoup de nos élus puis de nos responsables de la ville qui sont au courant, mais on dirait que tout le monde l'accepte. Et tout le monde dit, bah oui, OK, ça va être là le marché du crack. Mais nous qui vivons ici, on n'est pas d'accord avec ça. C'est pas ici que ça devrait être l'endroit pour consommer du crack. Et puis oui, c'est vraiment la toxicomanie. Et le problème que j'ai avec l'aide qu'on tente de recevoir de la municipalité, de la Ville de Montréal et tout, c'est qu'on a tendance à souvent bifurquer dans le langage vers des termes qui sont moins précis puis qui visent pas vraiment le problème. Donc, on va dire, par exemple, que c'est un problème de cohabitation. Ouais. Ou on va dire que c'est un problème d'itinérance. Ben, c'est pas du tout le cas. C'est quasiment du langage de George Orwell où on utilise des faux termes pour masquer le vrai problème. On n'a pas de problème, nous, avec les itinérants dans le coin. On n'en a pas. Les gens qui ne consomment pas, on les voit déjà des fois partir du shelter qu'il y a là-bas, puis ils marchent sur Saint-Laurent, le Old Brewery, là. Oui. Et puis, ils dérangent personne, puis ils font leurs petites affaires, puis ça dérange personne. Donc, vous, c'est vraiment l'acte de consommer qui est problématique. Est-ce que c'est plus problématique pour les résidents ou les commerçants du quartier? C'est problématique pour les deux. Ouais, pour les deux. Les commerçants, bon, j'ai un nouveau restaurant mexicain. C'est une fille et sa mère qui sont venues du Mexique et qui sont entreprenantes, pleines d'énergie, merveilleux restaurant, délicieuse nourriture. Ils ont un emplacement à Saint-Hubert, puis là, ils sont venus ouvrir un deuxième emplacement ici. Puis, tu sais, ils souffrent parce que les commentaires qui sont faits en ligne, des fois, quand tu es une famille qui veut venir manger des tacos avec tes enfants, puis tu arrives dans les escaliers, puis il y a un gars qui consomme avec sa pipe directement devant toi. Et il le fait impunément parce qu'il sait très bien que la police va rien faire. Et la police ne fait rien pas parce qu'elle ne veut pas, c'est parce qu'elle sait que, judiciairement, il n'y aura pas de poursuite. Et j'aimerais mentionner qu'au cas où les gens ne sont pas au courant, qu'il y a une directive qui a été émise au niveau judiciaire qui déjudiciarise la drogue dure, qui fait en sorte que consommer de la drogue dure ouvertement n'est plus un crime. Bien, c'est un crime techniquement, mais c'est pas judiciarisé. Mm-hmm. Alors, dans les faits, c'est comme si c'était décriminalisé. Et les gens qui en consomment sont très au courant de ça. Il y a un autre problème dans le quartier chinois, c'est la montée du vandalisme et de la violence. Est-ce que tu attribues ça à la consommation de drogue ou si c'est un tout autre problème, selon toi?
moi, j'ai pas été au courant de problèmes de violence autres que ceux qui sont reliés à la consommation, à la toxicomanie. C'est des gens qui deviennent... Des fois, ils sont dans un état psychologique dangereux. Des fois, il y a des problèmes de santé mentale déjà que ces gens-là tentent de masquer avec la toxicomanie. Ça les aide avec leur état mental, mais ils sont déjà, dès le départ, ils auraient besoin d'aide. Et puis, en particulier, cet homme-là nu qui entre il a cassé une fenêtre, il est rentré, puis avec un couteau, écoutez, c'est pas normal, là. Alors, mais nous, moi, j'ai vécu de la violence seulement lorsque j'ai confronté les gens, ce que je fais régulièrement. Si je leur demande toujours poliment, s'il vous plaît, c'est un terrain privé ici. Comprenez qu'il y a des femmes, des familles avec leurs enfants, il y a des gens qui veulent venir manger au restaurant. C'est pas exactement la chose la plus attrayante d'arriver puis de voir des gens qui consomment du crack sur les marches. Puis ils comprennent, on s'excuse, monsieur, puis ils s'en vont, mais le problème revient. Le problème revient. Donc, il y en a beaucoup qui sont très civilisés, sont très polis. Il y en a d'autres qui sont vraiment désagréables. Ils vont devenir violents. Et là, heureusement, le système embarque judiciaire. Ouais, là, le moment qu'il y a quelconque acte qui soit violent, comme te faire trébucher, te pousser. Une fois, il y en a un qui a frappé mon téléphone avec sa main, le téléphone est tombé par terre. Écoute, c'est rendu au point où on est quasiment content que ça se produise parce qu'on sait que c'est la seule situation où on va avoir le support. On appelle 911. Ah oui, mais est-ce qu'il est violent? Oui. Et là, ils viennent. C'est ça. OK. Je veux te soumettre un autre problème dont on entend parler, c'est la congestion, qui ça aussi est un problème montréalais, mais je pense que le quartier chinois est particulièrement enclavé autour de travaux et de cônes oranges. Est-ce que tu trouves que l'accès au quartier, c'est un problème et que ça change le dynamisme du quartier, surtout l'aspect commercial? Je pense que ce qui m'a vraiment dérangé en particulier, c'est l'insensibilité que les autorités ont eue lorsqu'ils ont fermé le pont ici sur Saint-Laurent, qui lie le vieux Montréal au quartier chinois, puis au quartier des spectacles, un petit peu plus au nord. Écoute, ça a duré 2 ans, cette histoire-là. C'est une artère principale l'été sur laquelle comptent les commerçants pour que les touristes passent directement du vieux Montréal par ici, puis ça a été coupé. Totalement insensible, aucune communication avec les commerçants et avec les citoyens. Ça a beaucoup endommagé. Tu sais, ça, c'est un exemple de... On dirait que on se soucie de certaines choses, mais le commerce, c'est pas une chose dont on se soucie. Et c'est extrêmement injuste parce que les commerces, c'est des petites personnes, c'est des gens comme vous et moi qui ont décidé de se lancer en affaires avec un petit commerce. Ils ont des familles, ils dépendent de ce commerce-là pour survivre. Et on leur doit beaucoup plus que ce qu'on leur rend à Montréal. On valorise pas du tout, on dirait, les commerçants. La communication est pas bonne. Quand il y a des travaux qui sont engagés par la ville, on reçoit il y a des fois un placard une feuille de papier 8,5 par 11 comme ça, là, qui va être collée sur la porte, mais il n'y a pas de consultation qui est faite au préalable. Il n'y a pas de discussion comme mais comment aimeriez-vous qu'on fasse ci ou ça? On a eu justement, ils ont enlevé carrément le trottoir devant un des commerces de 7 immeubles. Et on avait un événement ce soir-là. Ils n'avaient pas avisé à l'avance. Ils n'ont rien avisé, puis il y avait un trou. Alors, il a fallu que je construise moi-même une plateforme parce que là, la personne qui avait loué le local était en maudit, là. Elle a dit, bien écoute, on loue ton local, on peut même pas entrer. Bien, j'ai dit, moi, je suis pas au courant. Est-ce que tu as l'impression que le quartier chinois est abandonné par la ville? J'ai pas l'impression qu'il est abandonné, non, parce que je sais que, comme vous dites, à l'automne, ils nous ont donné des ressources. Mais c'est que, bon, ils ont déplacé le problème d'ici. Probablement que le quartier latin ou le quartier gay a reçu les gens qui étaient déplacés d'ici. C'est pas nécessairement qu'on n'est pas servi, mais c'est que c'est à qui crie le plus fort pour se faire servir. Et je dirais que le quartier ici étant composé encore principalement, même si ça change, encore principalement de Chinois, Vietnamiens, Cambodgiens, c'est des gens qui, culturellement, ont tendance à ne pas vouloir brasser. C'est pas des grands revendicateurs. C'est des gens à leur place qui font leur petite affaire, puis c'est pas des chialeux. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas des chialeux. Il y a ses aspects positifs. Mais quand vient le temps de la responsabilité sociale qu'on a en tant que résident,
de soulever des problèmes. De faire valoir ses droits, en fait. Là. Oui, exactement. Bien, ça devient un désavantage. Maintenant, la composition du quartier change parce que cette communauté-là s'établit plus à Brossard, disons, sur la rive sud. Et ils ont des grandes surfaces, et des épiceries asiatiques de grande surface avec tous les produits. Ils ont du stationnement. Ils n'ont pas besoin de se casser la tête avec la circulation pour venir au centre-ville. Alors, de moins en moins, on a de demandes pour nos locaux vacants commerciaux de gens d'origine asiatique. C'est vraiment... il y a des Latinos, il y a des gens d'Afrique ou des Antilles, beaucoup, puis des Québécois aussi qui sont intéressés. Donc, c'est un quartier qui est en train de devenir très cosmopolite. Oui, exactement. Est-ce que pour toi, c'est pour le mieux? Moi, ça me dérange pas. Moi, je suis aussi content d'avoir que ça reste chinois ou que ça devienne quoi que ce soit. J'ai aucun parti pris là-dedans. Ce que je cherche dans mes immeubles puis pour la communauté, c'est qu'on a besoin de gens entreprenants, dynamiques, positifs, qui vont embellir la place, quelle que soit leur culture d'origine. Ils vont contribuer leur contribution, puis ça va être merveilleux. Comment va le résidentiel dans le quartier? Parce que là, on parle quand même du commercial. Toi, tu me dis, quand j'ai des appels, par exemple, de gens latinos, on parle de location à l'intérieur de ton immeuble commercial, mais le résidentiel ici, il va comment? Est-ce que c'est vacant ou il y a des gens qui habitent ici? Il y a énormément de vacances. Dans les immeubles qui sont juste de l'autre côté de la rue ici, c'est tout vacant en haut. Puis ça pourrait être des vraiment beaux logements bien situés. Mais ça, c'est pas un problème de la ville, c'est vraiment un problème lié à l'historique du quartier. C'est des anciens propriétaires qui sont maintenant souvent décédés, puis c'est leurs enfants qui ont hérité de ça, qui sont maintenant des fois ingénieurs, médecins, dentistes. Il n'y a pas il n'y a pas la désespération d'un investisseur qui dit il faut que je rentabilise mon investissement. L'investissement est déjà rentabilisé il y a longtemps, puis on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui est mis pour embellir. Mais avec les nouveaux acheteurs, là, eux, oui, investissent. Et donc, j'ai espoir, moi, pour le quartier. Puis, tu sais, j'aurais pas acheté un 4e immeuble après avoir acheté les 3 premiers en savant pas trop ce que je faisais, disons. Puis, j'aurais pas acheté le 4e si j'avais pas cru que vraiment il y avait un avenir très bon. Un jour, peut-être, si on change un petit peu notre façon de faire pour ce qui est des toxicomanes, puis si on continue de parler du problème, puis de faire de notre mieux pour que ça aille dans une bonne direction, je pense que le quartier a énormément de potentiel parce qu'on est très bien situé ici. Oui, l'emplacement est génial. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On comprend les motifs qui font que quelqu'un qui veut un immeuble commercial choisisse de l'acheter dans le quartier chinois. Mais j'ai un sujet sur lequel je veux t'amener, puis je sens que tu vas en avoir long à dire. Alors, c'est un quartier qui a environ 150 ans d'histoire. Je sens une espèce de dichotomie ou un déchirement entre le désir de préserver cette histoire-là, ce patrimoine-là, et le désir qui est tout à fait sain et normal de moderniser aussi le quartier, de le développer. Est-ce que c'est difficile à faire, se rejoindre entre les deux présentement pour les propriétaires d'immeubles? Est-ce que c'est compliqué? C'est extrêmement difficile, oui, surtout que là, il y a eu un nouveau plan d'urbanisme qui a été approuvé, auquel plusieurs d'entre nous sommes objectés. Mais c'est un plan d'urbanisme qui vient de réduire les hauteurs qu'on peut faire au quartier chinois, mais ils ont inclus une zone énorme dans ce nouveau plan d'urbanisme-là. Mais en même temps, même sans ce changement-là, c'était déjà très difficile parce que du moment qu'il y a un immeuble qui pourrait avoir une valeur quelconque, qui a un certain âge, même si ce n'est pas un immeuble qui est désigné comme patrimonial en tant que tel, la Ville vient s'interpeller là-dedans de manière assez forte. Et ils ne vous donneront pas de permis de reconstruction à moins que vous satisfassiez aux exigences de conserver non seulement la façade, parce que ça, j'ai appris, c'est un terme en architecture qui s'appelle le façadisme. Alors, le façadisme, c'est très mal. Le façadisme, ça veut dire qu'on conserve une façade pour rencontrer les exigences un peu superficiellement du désir de conserver le patrimoine. Puis par en arrière, on vient faire quelque chose de tellement moderne. Alors là, les architectes ont dit, ça, c'est pas correct, là. Il faut qu'on conserve la volumétrie du bâtiment, pas juste la surface avant. Okay. Alors, on parle qu'on a une crise de logement, on n'a pas assez de logements. Puis là, même des immeubles qui ne sont pas officiellement patrimoniaux, on vient mettre des barrières vraiment lourdes pour un développeur. Puis ensuite, on vient ajouter des frais de parc, des logements abordables, des logements sociaux. C'est comme si le développeur, lui,
ces ressources étaient infinies. Dans le fond, là, concrètement, c'est que la ville, c'est la ville qui a le désir très fort de préserver l'histoire, le patrimoine de son quartier, mais c'est comme si c'était le propriétaire qui était imputable de cette dépense-là, finalement. Exactement. C'est un peu une injustice parce que si, par exemple, en tant que développeur, moi, je ne suis pas un développeur pour le moment, on aimerait développer ici au quartier chinois pour faire des logements. Mais je ne suis pas développeur, mais en tant que développeur, si, par exemple, le développeur faisait payer les Québécois, la province ou la ville pour le développement de sa tour à logement, de sa tour de condo, puis ensuite il allait vendre ses condos puis faire un profit, est-ce que ce serait juste? Bien, certainement pas. C'est lui qui veut en bénéficier de ses condos, c'est lui qui va en tirer profit, c'est lui qui doit prendre le risque et investir l'argent. Mais quand vient le temps d'un bénéfice à la société, le patrimoine québécois de nos immeubles anciens, dont vont jouir tous les Québécois, les Canadiens, les touristes, pour des centaines d'années, qui doit payer pour ce bénéfice-là? En fait, c'est le développeur. On dit au développeur, non, nous, on considère que ça a beaucoup de valeur, ça va bénéficier à la société en général, mais on vient imputer ce coût-là aux développeurs. Dans un de nos immeubles qui a été construit en 1830, on a fait évaluer, par exemple, juste le coût de refaire la façade de la manière traditionnelle avec de la pierre de Saint-André, puis les coûts s'élevaient à 600 000 alors que la propriété au complet avait été achetée pour 600 000 Tu sais, jusqu'à la concurrence d'un certain montant, peut-être que c'est logique que le propriétaire se dise, bien, regarde, ça va ajouter un petit cachet à mon immeuble, il va être historique, ça va être beau, ça va être le fun, OK, je mets un 100 000 ou quelque chose. Mais quand ça vient à cette ampleur-là de travaux, que la ville te bloque, à moins que tu le fasses, puis là, tu es bloqué. Puis se demande pourquoi il n'y a pas de logement. Mais c'est qu'il devrait y avoir un fonds qui est établi qui dise la portion du développement qui est pour le bénéfice de la société, elle va être payée par la société. Puis le bénéfice qui est pour toi, c'est toi qui vas le payer. Puis on se sépare ça, puis on travaille ensemble. Ça, ce serait parfait. C'est ça. Donc, qu'il y ait un système de subvention. En fait, tes attentes concrètes, ce serait que la ville subventionne une partie de ce qu'elle demande en termes de préservation. Exactement. La partie qui est à sa demande à elle devrait être payée, je pense. Puis ce que ça forcerait, ce qui est très bien là-dedans, c'est que là, maintenant, une fois qu'on commence à mettre des fonds publics dans la question, bien là... il y aurait des articles qui seraient écrits, dépenser 1,2 million pour un immeuble qui ne vaut même pas la peine. La ville a donné une subvention à ce développeur-là de 1,2 million. Oui, mais c'est ça, c'est que l'immeuble, peut-être que celui-là en particulier, peut-être que ça ne valait pas la peine, justement, de mettre 1,2 million. Puis maintenant que c'est la société qui paye pour, tout le monde est d'accord que ça ne valait pas la peine. Mais tant que c'est sur le dos du développeur, là, ça vaut la peine. Est-ce que tu parles aux autres commerçants? Oui, bien oui, j'ai des bonnes... Ils se sentent comment? Est-ce qu'ils ont le même avis que toi? Tout le monde est démoralisé par la toxicomanie. Vraiment, c'est vraiment ça l'enjeu majeur, le premier. Là. Ah oui. Parce qu'on ne peut pas se promener, juste faire le tour du carré ici, là. On ne peut pas ne pas voir soit une vente, soit un dealer qui attend une vente, ou soit quelqu'un qui est gelé complètement dans un autre univers puis qui titube dans la rue. De jour comme de nuit? Oui. C'est vrai en tout temps? Oui, c'est vrai en tout temps. Bien, souvent, le matin, tôt, c'est un peu mieux. Là, parce que pour eux, c'est la nuit tard. Oui, c'est ça. Ils ne sont pas levés encore. Ils se lèvent vers 11 heures. Mais vous savez, là, ici, sur le coin, là, il y avait un tas de déchets. Là. Un matin, je suis arrivé, puis il y avait un toxicomane mort sur le tas de déchets. Ça n'a pas passé aux nouvelles ou rien. Mais moi, je pense que cette image-là aurait dû passer aux déchets. Parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement décourageant, puis tellement déshumanisant. Puis, tu sais, on a déjudiciarisé la drogue dure. Donc, est-ce que c'est de l'aide, ça? Ces gens-là ont besoin d'arrêter. Et si on déjudiciarise, il faut que ça vienne dans le contexte qu'on a un tout autre service, pas nécessairement volontaire, parce que tu ne le convaincras pas là, d'arrêter. Pas nécessairement volontaire, mais qui n'est pas une prison, dans laquelle on aide ces gens-là avec des services psychologiques, des experts qui vont peut-être aider une certaine fraction de ces gens-là à s'en sortir. Mais ça ne peut pas être volontaire. C'est dans un monde idéal où on est plein de compassion, puis tout va toujours bien, puis on vit à Westmount où on n'a pas les problèmes, puis là, on peut voter pour des choses parce qu'on se sent bien à l'intérieur, qu'on est gentil envers les sans-abri qui n'ont pas de logis. Mais ça aide pas le problème, parce que ces gens-là, c'est pas des gens qui n'ont pas de logement. C'est des gens qui sont toxicomanes, puis c'est ça leur problème. Puis nous, on n'a pas à souffrir ça juste parce qu'on vit dans le quartier chinois. Peut-être que
dans le fond de leur tête, ils se disent « Ouais, mais t'es dans le quartier chinois, alors tant pis pour toi, t'aurais pas dû acheter là. » Moi, je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus large qu'en fait là, que le quartier chinois. Mais tu sais, la consommation aussi, il y a des bonnes études puis des bonnes choses qui ont été faites là-dessus récemment et c'est pas tout le monde que tu peux aider. Non. Tu sais, fait qu'il y a des... Je n'ai pas la réponse, mais à un moment donné, il faut se mettre en tête aussi qu'il faut permettre aux gens de consommer parce qu'il y a des gens qui arrêteront jamais de consommer. Ça, c'est clair. Je pense que c'est un fait. Maintenant, est-ce que la réponse, c'est leur permettre de faire ça à ciel ouvert? C'est pas ma place de commenter ça, mais ce problème-là, il est généralisé, je pense, à la ville au complet. Ouais. Mais toi, donc, de tout ce dont on a parlé là, depuis le début de l'entrevue, c'est-à-dire autant les problèmes de toxicomanie que de tous les problèmes qu'il y a, là, ça serait quoi tes attentes très concrètes envers la ville dans l'immédiat pour régler les problèmes du quartier chinois? Mais dans l'immédiat, c'est qu'on aimerait un soutien plus accru policier pour qu'au moins la démoralisation que les clients, les commerçants et les résidents et les touristes vivent en voyant ces comportements-là ici dans le quartier, il faudrait que ce soit adressé. Il faudrait qu'on ait les ressources, peut-être de façon permanente. Et ça, ce serait numéro 1. Autrement, moi, j'ai un autre point qu'on n'a pas adressé, mais c'est le graffiti. Alors, le graffiti, c'est une autre forme de démoralisation. C'est-à-dire que quand tu te promènes dans une ville, puis c'est du graffiti partout, ça a un effet psychologique, ça a un impact. Ça démontre un laisser-faire, ça démontre que les gens s'en foutent. Tu sais, c'est pas beau pour une ville d'avoir ça. En plus d'être plus proactif concernant la toxicomanie ouverte, c'est que, d'après moi, il faudrait embellir notre ville en adressant le problème de toxicomanie. On a un excellent festival mural où on a des artistes incroyables qui nous font des belles murales. Puis 2 semaines après, il y en a un imbécile qui vient mettre son tag dessus puis qui vient tout ruiner. C'est comme cracher sur la beauté. C'est comme... je trouve que c'est dégueulasse. Puis ça devrait être criminel. On devrait avoir des escouades qui surveillent ça. On les pogne. Ça serait traité plus sévèrement. Puis d'après moi, le problème, une fois qu'il y en a une couple qui ont servi d'exemple, ça pourrait vraiment venir améliorer ça. Parce que c'est vraiment une laideur sociale, ça, pour moi, en tout cas. Puis je pense que pour plusieurs. Fait que toi, ta réponse, c'est souvent, en fait, la présence policière. C'est ça que tu as besoin comme commerçant d'entendre. Tu as besoin d'avoir le soutien de la ville par la présence policière. C'est ce que je ressens, c'est ce que je comprends. Oui, d'un niveau concret et immédiat. Mais non, est-ce que je crois que ça va résoudre le problème? Non, c'est que là, déjà, la déjudiciarisation qui a été faite au niveau provincial, ça n'a pas aidé parce que les polices ne peuvent pas faire leur travail. Ils ont les mains liées, là? Non, ils aimeraient bien, mais ils nous disent qu'ils vont être relâchés demain parce qu'ils n'ont pas commis d'actes violents. Il faut qu'il y ait une autre infraction en même temps que la consommation pour que ce soit poursuivi. Alors, on a besoin du support au niveau provincial pour enlever ça ou du moins modifier cette directive-là parce que des fois, c'est fait dans un bureau quelque part où on a des exemples dans lesquels on lit à propos de la vie de quelqu'un, puis c'est malheureux, ils sont devenus toxicomanes, ils s'en sont sortis, ça aurait donc aidé si ça n'avait pas été criminel, ils sont allés en prison pour rien. Je comprends. Mais c'est pas conscient du contexte d'un centre-ville comme Montréal. Puis je parle pas juste quartier chinois, comme vous dites, il y en a dans plusieurs des quartiers. C'est pas la bonne solution pour nous, là. Alors, en plus ou si on déjudiciarise, si on laisse ça comme ça, bravo, mais il faut qu'il y ait un autre appareil légal qui nous permette d'encourager fortement, voire forcer les gens à subir un traitement et leur dire que c'est inacceptable de consommer ouvertement. Fait que ça, c'est le numéro 1 que je dirais, oui. C'est police. L'environnement législatif aussi n'est pas là. Est-ce que tantôt tu me disais que tu avais quand même espoir, sinon tu n'aurais pas acheté d'autres immeubles. Est-ce que tu sens que les gens, les autres commerçants, les résidents ont espoir? Est-ce que tu penses que cette espèce de sentiment de sécurité-là peut renaître ou si tu penses que la confiance est éteinte? C'est varié. Il y en a qui sont des familles comme le propriétaire du Monan à côté de moi, mon voisin, qui exprime souvent beaucoup de découragement. Mais j'ai mon autre voisin, Paul, qui est propriétaire de Coco, qui vient d'acheter l'immeuble juste à côté, puis il va y avoir un restaurant japonais, un restaurant coréen. Puis lui il est optimiste concernant le quartier. Moi aussi, je suis optimiste. Mais je crois que le quartier évolue d'une manière vers le nightlife pas mal.
Comme si on regarde le restaurant mexicain en bas, le remplacement à Saint-Hubert, c'est vraiment pour la nourriture. Tu sais, les gens vont là à midi pour souper tôt. Mais ici, dans cet emplacement-ci, les gens arrivent plus tard. Ils arrivent plus tard. Puis là, ils font jouer de la musique. Des fois, ils vont avoir une orchestre. Puis les gens se mettent à danser. Donc, c'est plus un petit peu pour le nightlife. Puis ensuite, on a aussi des demandes pour faire des événements plus tard la nuit, comme de minuit jusqu'à 8 heures le matin, des raves, ce genre de choses-là. Puis c'est très, très en demande. Mais là, ce que je comprends, c'est qu'il y a un exode des Chinois, du quartier chinois. Il y a une arrivée plus cosmopolite qui est tout à fait bienvenue. Il y a un nightlife qui s'installe. Ouais. Comment tu vois le futur du quartier chinois? Est-ce que si je fais cette même entrevue-là avec toi dans 50 ans, on parle d'un quartier chinois? Non, J'ai ce qui comme va arriver, l'impression que c'est, c'est d'après moi, plus dans chinois. 50 ans, tu vas avoir The Gap, puis tu vas avoir C'est Starbucks, ça. puis tu vas avoir tout ça. Parce que ce qui se passe dans des quartiers organiques comme ça, moi, ma vision du quartier, là, parce qu'on le voit avec le Poincaré, on voit avec la Toxica, puis les autres qui veulent s'installer ici, c'est les créatifs qui s'installent ici. Parce que les loyers sont plus bas que, disons, à Concordia ou dans les quartiers UP sur Sainte-Catherine. Il y a des opportunités ici. C'est bien situé. Puis, si c'était vraiment la destination pour les Chinois, il n'y en aurait pas de disponibilité de locaux parce que les Chinois les prendraient comme ça. Mais vu que s'établissent à Brossard, ça a laissé un vide. Puis là, les créatifs entrent. Comme le Poincaré, je disais, c'est vraiment des créatifs. Là, il y a un produit vraiment unique que tu ne peux pas difficilement reproduire. Serait difficile de reproduire le produit. Ça prend vraiment un propriétaire avec un côté un peu artistique qui a une vision unique. Alors, c'est ce genre de gens-là qui rentrent. Puis ce qui arrive avec le temps dans ces quartiers-là, c'est qu'ils deviennent huppés parce que les gens disent « Wow, il y a un bar vraiment cool là, il y a ci qui est vraiment cool. » C'est une gentrification qui est en train de se produire. Mais moi, je On pense pourrait que appeler pour ça le comme quartier, ça. de façon générale, ça peut être positif. Pour le centre-ville de Montréal, c'est positif. Mais pour le patrimoine du quartier chinois, je trouve ça d'une tristesse infinie. Bien, pour ce qui est de l'aspect chinois ou de la nature chinoise du quartier, on ne peut pas forcer, tu sais, les Chinois à acheter ici parce que nous, on a décidé que c'était le quartier chinois. Tu as raison. Alors, tu sais, les quartiers sont toujours en évolution. Si tu regardes à Vancouver, il y avait un quartier chinois initialement. Là, il y a énormément d'immigrants chinois qui sont arrivés. Puis il y a des quartiers chinois partout. Puis le vieux Chinatown, il est maintenant développé avec des grosses tours. Alors, ça fait partie d'une évolution normale d'une ville. Je vois pas ça comme étant négatif. Parce qu'il y a d'autres quartiers chinois qui vont s'établir. Ou ce sera un quartier latin, ou ce sera un quartier autre chose. Mais en ce moment, c'est la période excitante pour moi, je trouve. Parce que je trouve pas que c'est une gentrification lorsque les artistes viennent. Ils sont encore dans une phase de développement, d'ébullition, de création. C'est plus tard, quand là, tout le monde connaît le quartier parce qu'il y a plein d'endroits cool. Puis là, ces gens-là commencent à partir, que là, tu fais rentrer des commerces avec des chaînes. Ça, j'appellerais ça plus une gentrification dans mon vocabulaire à moi, mais j'ai peut-être tort dans ma définition, mais moi, c'est plus comme ça que je le verrais. Il y a un quartier qui était comme ça anciennement, ça s'appelait Queen West à Toronto. Moi, j'ai grandi à Toronto. Queen West, c'était le quartier le plus cool que tu peux imaginer. Toutes sortes de magasins, des plus intéressants les uns que les autres. Et puis, c'était connu, ça a développé une réputation. Puis là, si tu vas là maintenant, c'est toutes des grandes surfaces, des chaînes, tout, c'est fini. Mais on est dans la phase, je pense, de transformation en ce moment. Donc, pour moi, je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais j'ai décidé de prendre le risque puis de voyager avec ça. Merci beaucoup, Vincent, pour ton temps. J'espère que tes doléances seront entendues puis qu'on verra des changements parce qu'on veut quand même préserver l'âme et tout l'aspect vivant et dynamique de ce quartier-là qui est là depuis presque 150 ans. Merci. Merci. Le quartier chinois de Montréal, c'est plus qu'un emplacement sur une carte. C'est un patrimoine vivant. C'est un témoignage de l'histoire de notre ville. Mais présentement, c'est un quartier emblématique qui fait face à des défis majeurs et il faut réagir à ces défis-là. Parce que choisir de préserver le quartier chinois, c'est choisir de préserver une part essentielle de Montréal. Merci d'avoir été là. Continuez de nous regarder et de nous partager. C'était Evelyne Audin pour Les Montréalistes.